Merci pour cette introduction. Alors, bonjour tout le monde. Bien que, disons, cette intervention soit à titre de clôture du colloque, je n'ai pas l'ambition, bien sûr, d'opérer une synthèse exhaustive des propos qui ont été tenus tout au long de cette journée et demie, bien que, évidemment, je vais recroiser beaucoup des thèmes, des orientations aussi et des prises de position qui ont été faites. Mais elle s'inscrit aussi, cette présentation, vous l'aurez compris, à la présentation qui a été faite par mon collègue Louis, dans une perspective éventuellement d'action, puisque, bien sûr, vous aurez compris qu'au titre échec de ce modèle entrepreneurial imposé aux universités québécoises, ça n'appelle pas simplement à un constat sur lequel on doit s'atterrer ou qu'on doit déplorer, mais ça appelle plutôt à une action collective, une action syndicale, et évidemment d'abord professorale, puisque ce sont les membres que je représente. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que les autres membres de la communauté universitaire ne sont pas conviés à cette action, mais bien sûr, il en va, je pense, du statut, du rôle, de la place des professeurs à l'intérieur du système universitaire québécois. Alors, mon approche, bien sûr, dans ce contexte ne sera pas sémantique, ne sera pas idéal typique. Elle sera plutôt, on pourrait dire, pragmatique et sociopolitique, à savoir que, bien sûr, quand on évoque des transitions d'un modèle à l'autre, ça veut dire qu'on est en train de revoir les rapports de force à l'intérieur des institutions, à l'intérieur du réseau, que toutes les parties prenantes n'auront pas droit au chapitre de la même manière à l'issue de ces transformations et que donc les enjeux sont réels pour la majorité des individus et au premier chef, sans doute, le corps professoral. Pourquoi? Parce que le modèle universitaire qui a été privilégié au Québec confond la tâche professorale avec la mission universitaire. Alors, c'est en ce sens, bien sûr, que les enjeux sont particulièrement importants pour nous. Alors, donc, vous aurez compris cette référence au bug de l'an 2000, évidemment une image qui avait été beaucoup employée juste avant, au fond, vous vous souvenez, juste dans les années 98-99, on était censé frôler la catastrophe. Mais pour moi, je fais débuter là, au fond, deux phénomènes qui n'ont pas essentiellement débuté, évidemment, à cette année-là, mais dont on a pu constater, disons, des effets d'accélération. Alors, ces accélérations sont liées au fond, à la transformation du mode de financement ou de la formule de financement avec la mise en vigueur de la politique québécoise à l'égard des universités. Je vais donc aborder ce point-là et surtout les effets que ça a pu causer. Et d'autre part, le financement par projet de la recherche, c'est peut-être un thème qu'on a un peu moins abordé dans le cadre de nos échanges ces 2 derniers jours, mais il n'empêche évidemment un thème central à la vie universitaire. J'ai utilisé la référence emblématique aux chaires de recherche du Canada, qui ont débuté aussi en 2000 pour être sûr de garder l'image forte. Mais évidemment, ce n'est pas exclusif aux chaires de recherche du Canada, mais bel et bien au processus de financement de la recherche par projet qui crée, selon moi, une série de problèmes, à tout le moins d'enjeux, en tout cas, dans l'existence actuelle du réseau universitaire. Il y a des effets conjugués de ces deux phénomènes. Et évidemment, comme je l'annonçais en terminant, la question qui m'intéresse au premier chef, quelle réaction, réponse, quelle riposte syndicale? Alors, le contexte général, si on veut, dans lequel mon propos s'enracine, c'est d'abord le constat qu'on a affaire à un arbitraire dans l'action gouvernementale à l'égard du financement des universités. Au fond, depuis l'origine, enfin, on pourrait dire depuis les années 60, on a affaire à un compromis historique qui se voulait temporaire et qui a perduré. Alors, on n'est pas dans une logique implacable, loin de là, et donc on fait face à un arbitraire qui est préjudiciable, bien sûr, à toute une série d'acteurs et d'institutions. C'est une formule de financement biaisée à laquelle s'ajoutent des mesures budgétaires discrétionnaires. Et enfin, j'imagine qu'il y en a plusieurs parmi vous qui étaient au huis clos du dernier budget, par exemple, du Québec. Et on pouvait voir, effectivement, que certaines institutions pouvaient se prévaloir de fonds dédiés ou ciblés en marge de toute logique ou, enfin, formule de financement autorisée et formelle, si bien que lorsqu'on parle, évidemment, d'une concurrence que se livreraient les établissements, on n'a pas affaire à une concurrence loyale. Alors, ces deux effets-là d'arbitraire et de mesures discrétionnaires constituent la véritable politique des universités au Québec.
Donc, évidemment, on se rend compte qu'on a d'emblée affaire à une problématique qui exige plus qu'une remise en question, mais véritablement une révision en profondeur. Ce que ces deux dynamiques éventuellement combinées vont produire, c'est un changement radical de modèle d'une université qui se réclamait, en tout cas du service public, vers une université qui est plutôt orientée vers l'aide aux entreprises. Et tout ça s'opérant en l'absence d'un débat public. Au fond, c'est sans doute un des malheurs aussi à souligner, le fait, par exemple, que le gouvernement se refuse à tenir des États généraux sur l'enseignement supérieur, qui sont appelés par la majorité des partenaires, si on veut, de la vie universitaire, pour justement voir ce qui ne va pas, ce qui pourrait être amélioré dans le réseau, mais qui est refusé par la partie gouvernementale. Alors donc, la politique québécoise à l'égard des universités, effectivement, est adoptée en 2000 et ce qu'elle propose, c'est une formule entièrement sujettie aux variations des effectifs étudiants par discipline. Évidemment, ça a été souligné plus tôt. C'est la fin d'une base historique de financement, donc qui était un autre compromis préalable, mais on comprend qu'à partir de là, bien sûr, on faisait face à une concurrence déloyale, c'est ce que je mets au point 3, et coûteuse éventuellement entre les établissements. On a estimé, il y a déjà 3 ans, que les coûts en publicité pour le réseau universitaire, afin d'attirer, au fond, les mêmes effectifs étudiants, puisqu'on parle toujours du bassin des étudiants québécois, coûtent au bas mot 20 millions par année, et que donc, effectivement, cette concurrence-là prive la réalisation des missions au moins d'un 20 millions de dollars. À l'origine, donc, la mise en vigueur de cette politique s'accompagnait d'une injection d'argent, mais rapidement, on a constaté le désengagement étatique. Alors, évidemment, c'était d'un peu forcer l'entrée en vigueur de cette politique, et c'est toujours plus facile lorsqu'on l'ajoute, on l'adosse à une injection importante de ressources, mais pour, évidemment, les raisons qu'on connaît, éventuellement, quiconque fait de l'histoire, on se rend compte qu'on est pratiquement perpétuellement en crise économique en tout cas, et aussi loin que je remonte, par exemple, dans mes cours, avec les vidéos depuis les années 60 même, on est toujours en crise, et c'est parce qu'évidemment, les crises desservent ou servent en tout cas certaines personnes et certains groupes sociaux au détriment des autres. Ce que ça a donné, évidemment, c'est ce que j'appelle au point 4 des directions entreprenantes. Direction entreprenante, ça veut dire évidemment des directions qui s'arrogent une espèce de talent d'entrepreneur ou qui s'orientent, se guident à partir d'une vision d'entreprise. Et évidemment, qui évoque cette orientation-là, évoque ce qui l'accompagne normalement et qui, depuis le début du 20e siècle, ne nous surprend pas, à savoir une division scientifique du travail, c'est-à-dire au fond une forme de taylorisme, et notamment des scandales à la rémunération, aux indemnités. Je sais qu'on évoquait là, cette idée d'une mauvaise presse que pouvait avoir le réseau universitaire, mais je dirais depuis que je suis en tout cas à la direction ou à la présidence de la FQPPU, 3 fois sur 4, les journalistes me contactent en lien avec ces scandales. Et je leur dis, écoutez, si on admet le principe que les universités sont des entreprises, il faut admettre qu'effectivement, les gens qui dirigent les entreprises s'octroient des primes invraisemblables. Et c'est le cas, évidemment, dans les entreprises universitaires qui sont en train soit de voir le jour ou de se généraliser. Alors, évidemment, plusieurs ont à l'esprit le fiasco de l'îlot voyageur, qui était, on pourrait dire aussi, une mise en œuvre de ce principe d'entrepreneuriat universitaire, entendu d'une certaine manière. Effet sur la gestion du réseau et des établissements. On nous a dit à l'implantation de cette politique qu'il y aurait des économies de structure, il y aurait plus d'efficacité, plus d'efficience. Évidemment, c'est un discours qui est encore prévalent aujourd'hui. Mais au fond, à quoi est-ce qu'on a fait face? C'est plutôt à un certain autoritarisme ministériel. Je pense qu'il y a des gens ici dans la salle qui ont eu quelques sueurs froides l'automne dernier lorsque le précédent ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur laisse entendre qu'il était possible de fermer des universités au Québec avec une décision arbitraire d'un ministère sans autre discussion. Et donc, on assiste effectivement à ce type maintenant d'attitude de la part donc, du gouvernement et éventuellement du ministre en titre.
Ça s'accompagne d'un niveau insensé de reddition de comptes. Hein. J'ai mis dépenses inutiles en paperasse, 40 millions par année. Michel Imbriaco nous disait que ça avoisine sans doute plus les 60 millions, voire plus. Donc, il faut peut-être ici considérer que ce sont des dollars américains, mais l'essentiel derrière ça, c'est de dire que ces dépenses inutiles-là pourraient être réaffectées, hein, si on pense à une logique même qui ne serait pas trop gourmande en termes de ressources. Cet argent-là permettrait, sans coût additionnel, la création d'un conseil des universités qu'on appelle, nous, de nos voeux depuis, au fond, plusieurs années et qui, justement, en l'absence de cette instance-là, laisse, on pourrait dire, la voie libre à cette action autoritaire du ministre. Alors, ce conseil des universités, bien sûr, aurait des fonctions de documentation. C'est quelque chose que la FQPPU, on déplore et qu'on cherche à compenser justement à travers le travail de notre comité sur le financement des universités, puisque non seulement c'est arbitraire la façon dont le gouvernement dirige, si on veut, le réseau universitaire, mais c'est aussi à vue de nez, puisqu'il ne dispose même pas des données qui lui permettraient de s'orienter convenablement. Mais l'autre volet, bien sûr, ce serait celui d'une coordination d'ensemble. Et là, à faute d'avoir une telle instance, encore une fois, on a affaire évidemment à une désorganisation relative de ce réseau-là. Non pas que des individus ne collaborent pas, mais qu'au niveau institutionnel, on manque effectivement d'orientation. On disait qu'on voudrait favoriser la coopération, etc., mais sans doute est-ce qu'un tel conseil pourrait le favoriser beaucoup plus adéquatement que le contexte actuel qui, justement, favorise la concurrence entre les établissements. Mais cette politique a également eu des effets sur la tâche professorale et la place des professeurs au sein des institutions. Donc, je disais, on annonçait des économies de structure, plus d'efficacité et d'efficience sans impact sur le corps professoral. Ça nous fait penser un peu aux transformations dans le réseau de la santé où on nous dit que ça n'affectera pas le service aux citoyens. Hein, c'est des discours donc, auxquels on est maintenant habitué et qu'on comprend qu'ils sont trompeurs. Qu'est-ce que ça l'a entraîné? C'est d'abord une coupure assez radicale entre la direction et la communauté universitaire. D'une part, les étudiants, maintenant, évidemment, sont considérés comme des clients et le personnel comme des exécutants. C'est les effets, bien sûr, du terrorisme que j'évoquais plus tôt. Mais dans cet ensemble, on pourrait dire que les professeurs sont des exécutants uniques ou spécifiques. Pourquoi? Parce que, en tant que récipiendaire du financement de la recherche, parce qu'il faut bien comprendre que la recherche, les fonds de recherche sont versés aux individus, aux professeurs, et que les établissements en sont des fiduciaires. Alors, en tant que récipiendaires de ces argents, ils sont copourvoyeurs, si on veut, cofinanceurs de l'université. Et c'est pourquoi, éventuellement, bien sûr, ils peuvent avoir une place plus importante que les autres personnels à l'intérieur de l'institution, réduits souvent au simple statut d'exécutant. Ça suscite également la mise en place d'une gestion hiérarchique. Dans bien des cas, on évoque encore dans les modèles la collégialité, mais dans les faits, bien sûr, cette collégialité est mise à mal, sauf peut-être au niveau des assemblées départementales, mais dans la gestion ou l'administration générale des établissements, on a compris, en tout cas dans mon expérience UQAMienne clairement, que la collégialité était véritablement mise à mal. Également, ça s'accompagne d'une judiciarisation des rapports de travail. Ça, je pense qu'on ne l'a pas vraiment évoqué ici. Et pourtant, c'est une dynamique très forte qu'on observe dans à peu près tous les établissements. Les hautes directions se dotent de nombreux avocats, de procureurs. Même à la formation de ces vice-rectorats, il y a plusieurs avocats, avocates. À l'UQAM, à un moment donné, on était à 4 ou 5 là, dans le personnel de haute direction, mais qui ne plaidaient pas, mais qui réfléchissaient, on pourrait dire, en termes juridiques, l'ensemble des rapports avec la communauté, et donc, au fond, confrontationnels dans une mise à disons, une application là, très, très juridique des conventions collectives. Dans ce contexte, bien sûr, la liberté académique cède à la loyauté envers l'employeur. Un jugement qui a été fait là, en lien avec la situation à l'Université du Québec en Outaouais en 2012 nous a indiqué qu'effectivement, les arbitres, les juges, les commissaires, non seulement penchent toujours du même bord, mais ne reconnaissent pas le principe de la liberté académique. Au fond,
Ce serait quelque chose comme une fiction syndicale, un fantasme des conventions collectives. Mais dans les faits, ce qui existe, appuyé par la jurisprudence, c'est la loyauté envers l'employeur. Et là, ça commence à être de plus en plus documenté. Et enfin, mes collègues de l'Association canadienne des professeurs d'université, où j'étais récemment, continuent de croire, bien sûr, fermement à cette liberté académique, mais au fond, font le constat qu'elle n'est possible que lorsque les gestionnaires partagent les valeurs, justement, de la collégialité, partagent les valeurs, on pourrait dire, historiques qui ont fondé l'université, mais non pas lorsqu'ils font ce virage entrepreneurial et judiciaire. Maintenant, l'autre volet, c'est celui du financement par projet de la recherche, avec cette figure emblématique des chaires de recherche du Canada. Vous savez qu'à l'époque, donc en 2000, c'était un réinvestissement très attendu de la part d'Ottawa qui s'était désengagé au milieu des années 90. Mais un des effets de ce refinancement-là, ça a été de se substituer à une partie du financement de base des institutions, ce qui précarise les universités sans riche fondation. Donc, éventuellement, en recevant plus de fonds de recherche, le gouvernement du Québec, que ces fonds de recherche proviennent du gouvernement du Québec ou du gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec, la réaction, ça a été de dire, au fond, on peut peut-être couper sur le financement de base, puisque de toute façon, les établissements reçoivent quand même un financement important. Mais dès lors qu'on n'a pas ce jeu qu'on peut faire de puiser à des fondations, par exemple, pour mettre en œuvre des projets immobiliers, bien sûr, on se retrouve dans des situations assez précaires. D'autre part, ça accroît l'asymétrie entre les établissements et les disciplines. Donc, il y a des effets de concentration qui sont propres au financement de la recherche. Un document là, lancé plus tôt cette année par la FQPPU le démontrait bien. Et donc, on accroît ces effets d'asymétrie, d'inéquité, et donc souvent, on renforce les plus forts au détriment des plus faibles. Enfin, il y a une dépendance, me semble-t-il, accrue des directions universitaires envers leurs partenaires corporatifs. Lorsqu'on leur dit il faut vous tourner vers de nouveaux financeurs, établissez de nouveaux partenariats, mais dépendamment de la hauteur des montants visés, éventuellement justement des visions qu'en ont les partenaires de cette forme de collaboration, éventuellement, ça fait en sorte de placer certaines administrations dans des situations, effectivement, de dépendance. Et en ce sens, ça annonce jusqu'à un certain point la fin de l'autonomie universitaire. Et donc, de quoi aussi, éventuellement, inquiéter les personnes aux directions. Il y a des effets de cette façon de financer la recherche par projet sur les activités scientifiques et professorales. D'une part, instrumentalisation d'activités scientifiques et dévalorisation de la recherche libre. Évidemment, le Canada a beaucoup donné à travers les années du gouvernement fédéral. On en sort à peine, mais on a compris qu'effectivement, c'était possible de faire taire des scientifiques, de les instrumentaliser et éventuellement de conduire par des recherches ciblées, orientées, les processus de recherche et les résultats, bien sûr, qu'ils produiront. D'autre part, et ça a été un peu souligné, il y a un éloignement des professeurs de l'enseignement. Évidemment, c'est noté que le premier cycle sera peut-être davantage oublié, omis dans cette dynamique, mais aussi du service à la collectivité et des prises de décision. On sait très bien qu'on peut rencontrer certains problèmes à ce que des collègues professeurs assument des fonctions de direction, de programme, de département, puisque justement la recherche a pris le dessus sur l'ensemble des composantes de la tâche professorale. Ça suscite enfin une concurrence encore là déloyale et coûteuse entre les collègues, ainsi qu'un statut qui est variable selon le financement externe obtenu. Éventuellement, plus comme professeur, on va tirer de l'argent de recherche de la part du subventionnaire, plus on a une écoute de notre direction locale. C'est donc assez convenu et que même éventuellement, c'est répercuté dans les assemblées départementales. Nos collègues qui disposent d'un plus grand fonds de recherche ont une influence plus grande sur les décisions. Et donc, à mon sens, on est en train même là de miner la collégialité dans le dernier bastion où il existait, à savoir les assemblées départementales. Les effets conjugués maintenant, c'est qu'à mon sens, on assiste à l'avènement d'une nouvelle mission universitaire, beaucoup plus orientée vers l'économique, consistant à fournir une main-d'œuvre aux employeurs, à exporter des produits d'enseignement et à commercialiser des résultats de recherche. Donc, au fond,
c'est grosso modo le virage institutionnel de l'Université de Montréal. Hein. C'est évidemment, quand on veut être une grande université de recherche, c'est dans ce type d'orientation-là qu'on veut s'inscrire. La liberté d'expression, l'esprit critique est mis en échec, puisqu'effectivement, hein, la loyauté envers l'employeur, l'accaparement de la recherche dans l'ensemble, puis une recherche souvent orientée dans l'ensemble de nos activités, la collégialité étant mise à mal, ces libertés, cet esprit critique ne font pas long feu, ou enfin sont restreints ou réduits à leur plus simple expression. Et enfin, l'intérêt public cède aux besoins ou à la quête de profit des corporations partenaires. Et on sait que dans certains établissements, ces partenaires-là vont imposer leurs conditions quand vient le temps de financer la recherche au détriment des valeurs qui prévalent ou président à la vie universitaire. Alors maintenant, quelle riposte syndicale? Et ici, évidemment, je l'aborde essentiellement sur le plan national, puisque c'est le plan sur lequel j'agis. Ça pourrait varier, ou ça devrait, ou ça varie sans doute dans les faits selon les dynamiques locales, donc dans chacun des établissements. Mais toujours est-il que sur le plan national, me semble-t-il qu'il faut réagir, évidemment, et fortement. Pourquoi? Parce que ce virage marginalise l'action syndicale. Au fond, de plus en plus, à travers les règlements, les politiques que les administrations se dotent ou se votent, on contourne les articles des conventions collectives. Et donc, éventuellement, on comprend que si on laisse faire bientôt, on n'aura même plus droit au chapitre dans la discussion sur les orientations de nos établissements. Alors, évidemment, une formule un peu lapidaire, l'inaction conduirait dans ce sens au suicide pour l'action syndicale. Il faut forcer la révision de la formule de financement des universités. Donc, j'ai été heureux d'entendre qu'il y avait d'autres personnes aussi qui partageaient cette vision. Mais il faut aller plus loin. Donc, je sais qu'on avait évoqué ça aussi dans nos instances à l'FQPPU. Il faut mettre fin aux mesures budgétaires discrétionnaires. Au fond, la transparence, l'équité doivent prévaloir en matière de financement des universités, parce que sinon, l'idée d'une concurrence entre établissements est complètement faussée. Troisièmement, il faut assujettir, ou enfin deuxièmement, si on veut, parce que c'est surtout revoir la formule et assujettir le financement de la recherche aux règles compatibles avec une conception d'université comme service public. Et donc, évidemment, ça veut dire revoir les façons d'élaborer les partenariats et d'introduire, effectivement, le secteur privé, qui a toujours été de la vie universitaire, mais de contenir éventuellement ses velléités en termes de recherche de profit. Alors, en conclusion, puisqu'évidemment, hein, ce n'était pas de vous retenir trop longtemps cette fin de journée et d'échanges soutenus, mais malgré tout, donc, hein, si on fait cette rétrospective du propos ici, me semble qu'on a bel et bien affaire à l'échec du modèle entrepreneurial imposé aux universités, hein, qui est au fond, un modèle de société ou qui correspond, qui conduit à un modèle de société qui multiplie les inégalités. Et en ce sens, j'ai été quand même frappé par le fait que malgré l'appel à communication qu'on a fait, très large pour le colloque, hein, vous vous souvenez du titre, donc de l'administration à la gouvernance des universités, progrès ou recul, on n'a reçu aucune proposition qui plaidait la thèse du progrès. Alors, pour moi, évidemment, j'ai l'impression que le passage de l'administration à la gouvernance, ça va plutôt dans le sens des reculs. Et c'est ce que j'ai essentiellement entendu au cours de ces 2 journées. Les reculs sont divers ou de différentes natures, de différentes intensités. Toujours est-il que l'acceptation, finalement, de ce vocabulaire de la gouvernance n'a pas mené à ce qui était annoncé. C'est ce que j'ai tenté de démontrer ici. D'autre part, l'université-entreprise, elle est post-démocratique. Évidemment, on ne demande pas aux entreprises d'être démocratiques dans leur fonctionnement. Éventuellement, hein, le sens critique, bien sûr, va s'estomper. Critiquer publiquement son employeur, éventuellement, c'est s'exposer, bien sûr, à l'expulsion. Et elle est post-service public, c'est-à-dire hein, orientée vers le bien commun.
Donc, quand on dit au service des entreprises, à moins de, disons, de partager idéologiquement le fait que ce qui est bon, je ne sais pas, pour GM est bon pour la société, ou ce qui est bon pour une grande entreprise sera bon pour l'ensemble de la population, ce que, évidemment, je ne partage pas. Je pense qu'on doit conclure à cette idée que le service public, le bien commun la recherche du bien commun pourrait être compromise par la nouvelle façon d'imposer le modèle entrepreneurial aux universités. Enfin, à l'intérieur de ça, on constate une position ambiguë des professeurs à la fois dans et vis-à-vis de ce modèle. Ça, c'est ce que je laisse entendre avec le statut spécifique d'exécutant unique, à savoir que dans le modèle, éventuellement, il y en a qui tirent leur épingle du jeu. Évidemment, les collègues qui en sortent avec des gros financements, qui nous disent « mais c'est pas si mal après tout, il me semble qu'il y a moyen de vivre dans ces conditions-là, avec le taux de financement que j'ai, moi, je n'ai même plus enseigné, je voyage partout dans le monde, etc. » Et donc, c'est une belle vie. Et il y en a d'autres, et on sait encore là que dans certaines disciplines, lorsque le taux de succès aux demandes de financement avoisinait les 20 % en sciences humaines et sociales, ça riait pas mal moins fort et les collègues étaient effectivement assez découragés. Mais en même temps, donc, on tend effectivement à les marginaliser à l'intérieur du modèle, bien que, donc, certaines peuvent en tout cas s'en accommoder. Mais, ultimement, me semble-t-il, l'action syndicale est requise et urgente après au moins 15 ans de mise en œuvre de ce virage, car la dynamique qui accompagne l'imposition du modèle entrepreneurial exclut littéralement les syndicats de la vie universitaire. Les syndicats de profs, éventuellement, vous l'aurez compris, les syndicats de chargés de cours, les syndicats d'employés, les syndicats étudiants. Bref, je pense, comme représentant syndical, bien sûr, qu'il y a une urgence d'action et que le temps joue contre nous jusqu'à un certain point. Et c'est pourquoi, bien sûr, l'appel à la réaction, à la riposte doit être entendu et que, évidemment, nous, à la FQPPU, on va s'y mettre demain matin, puisqu'il n'y a pas de temps à perdre considérant les enjeux rencontrés. Alors, ben voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Jean-Marie. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires sur cette excellente synthèse, mais qui a un ton militant qui conclut bien et qui nous s'appelle un mouvement collectif en faveur du bien commun, et qu'on soit vice-recteur, qu'on soit professeur, qu'on soit syndicaliste de tout acabit, qu'on soit étudiant, je pense que nous sommes tous partie prenante pour dire une vérité, une évidence, mais il y a plus que ça. Il faut probablement prendre position. Et je pense que c'est une des choses que la Fédération s'engage à faire dans les semaines qui viennent, à titre collectif, mais peut-être plus largement avec d'autres partenaires. C'est quelque chose sur lequel on réfléchit présentement et qui me semble être une exigence du temps présent. Alors, je ne veux pas en dire davantage, je laisse la parole aux intervenants. Le sujet de la révision de la formule de financement, c'est un sujet qui a été évoqué au Sénat de McGill quelques fois. J'ai l'impression que tout le monde est en faveur. Mais un des problèmes, c'est presque rendu un problème historique parce que ça dure depuis si longtemps. Je crois qu'une des choses qui a contribué à freiner ce projet, c'est qu'au cours des 12 dernières années, je pense que la durée de vie en moyenne d'un ministre de l'Éducation, c'était 18 mois. Alors, quand les ministres passent leur temps à changer, on échappe la balle, on la ramasse, on échappe. Alors, on ne fait pas beaucoup de progrès dans ce contexte-là. C'est juste un commentaire. C'est vrai, mais il faut sans doute éventuellement diriger aussi notre interpellation vers l'ensemble du gouvernement. On sait à quel point le Conseil du Trésor est important dans les prises de décision actuellement. Et effectivement, on ne se privera pas d'interpeller les personnes en poste. Mais là aussi, on a affaire à un roulement relativement important, à tout le moins ces derniers mois. Je pense qu'on a perdu dans la salle les gens qui sont ou qui œuvrent au ministère de l'Éducation et de l'enseignement supérieur. Et il y a effectivement probablement cette capacité de déployer une volonté gouvernementale, d'une part, mais il y a également, je pense, ils subissent eux aussi à l'interne les contre-coups des coupures budgétaires avec une perte d'expertise importante qu'il faut aussi souligner, qui probablement participe à
ces difficultés-là. Voilà. D'où, je le rappelle, hein, la demande de recréer, puisqu'il a déjà existé un conseil des universités, au fond, en réorientant de l'argent qui est pour l'instant gaspillé et qui pourrait servir effectivement à cette instance-là, qui nous permettrait d'avoir l'heure juste, effectivement, sur l'évolution du réseau. Oui. Elle est perdue actuellement. Elle est difficilement mobilisable. Ouais. Oui, deux choses extrêmement rapidement. Il n'y a plus de compétences sur les universités. Les seuls lieux de compétences sur les universités sont quelquefois à l'intérieur des universités, dans des bureaux de recherche institutionnelle ou des trucs comme ça, ou à la fédération, qui, par défaut, est obligé de documenter des choses. Puis plus on documente, des fois, ça devient décourageant, des fois, c'est pas décourageant, mais bon. L'appel que tu lances à l'action, moi, je pense que c'est un appel à l'action, pour reprendre les termes d'Éric sur la fierté, ces choses-là, un appel à l'action à toute la communauté universitaire. Est-ce qu'on peut s'associer avec le BCI? Est-ce qu'on peut s'associer avec la nouvelle union étudiante, ou enfin les étudiants? Pas pour refaire une union sacrée comme on avait là, au printemps érable, c'était autre chose, mais pour dire, non seulement au gouvernement, mais à la société civile, écoutez, les universités, il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre des journalistes, il y en a marre des chercheurs de scandales, il y en a marre d'à peu près tout. C'est vrai que plus on va s'appauvrir, plus on va être obligé de devenir des partenaires puis de travailler ensemble, mais j'aimerais ça pas trop maigrir avant de devenir partenaire. Voilà. Mais là-dessus... Mais là-dessus, on a déjà commencé, évidemment, le travail. Le travail est en cours depuis longtemps, mais dans l'année académique qui se termine, il y a eu déjà 2 moments où il y a eu de fortes mobilisations qu'on a appelées intersyndicales, donc dans l'ensemble des campus du Québec, si bien qu'effectivement, c'est déjà en vente. Puis évidemment, il existe une telle chose que la table des partenaires universitaires où tous les syndicats et associations étudiantes se rencontrent et où on met de l'avant une telle chose. Mais ce qui arrive, c'est qu'évidemment, chacun des réseaux n'a pas nécessairement les mêmes priorités. Donc, pour certains, ça va être d'améliorer les prêts bourses. Pour d'autres, ça va être, au fond, de conforter un peu la situation des professionnels de recherche à l'intérieur des institutions. Donc, pour d'autres, c'est la formule de financement. Évidemment, nous, quand on plaide ça, c'est technique, ces aspects-là. C'est parfois plus difficile, bien sûr, à susciter là, le consensus autour de ces aspects-là. Mais je pense qu'on n'aura pas d'autre choix que de le proposer. Exactement. Mais cette pédagogie-là de c'est quoi l'université, moi je suis très content aujourd'hui, on partageait un certain nombre de choses, mais la pédagogie de ce qu'est l'université, ça ne passe même pas dans nos universités, ça ne passe même pas dans nos départements. Je ne suis pas sûr qu'Éric Beauce se promène dans l'ensemble des départements pour faire sa démonstration de ce qu'est l'université. Puis à l'Université Laval, puisque je connais l'Université de Montréal, je ne suis pas sûr que les gens dans les départements, dans les services, pensent la même chose. Alors donc, il n'y a pas une cohésion, un partenariat, c'est pas une congruence d'intérêt, comment l'appeler, là. Mais il pourrait passer par une pédagogie de la chose universitaire. Ceci étant dit, je sais qu'on a fait plein de choses à la Fédération, je sais que la TPE a fait des choses. Mais ce qui s'annonce en ce sens, c'est la tenue d'États généraux sur l'enseignement supérieur au printemps 2017. Alors, normalement, là, c'est la communauté universitaire, mais sans la représentation BCI qui, pour l'instant, en est. Il faudra voir est-ce que le BCI et ses représentants veulent être de la partie. A priori, je pense qu'ils sont les bienvenus si on veut une opération d'envergure, mais ils ont parfois leurs réserves. Hein.
Nous, sur certains plans, on leur a proposé des collaborations. On nous avait laissé entendre qu'il y avait des portes ouvertes et finalement, elles se sont refermées. Alors, il faudra voir comment on réagit là aussi chez les recteurs et les rectrices. Mais ces états généraux aussi, il faudrait pouvoir les faire avec des représentants gouvernementaux. Et là, la crainte pour l'instant, c'est de voir le gouvernement complètement absent de tel exercice. Et là, ça ne l'engagerait pas autrement, éventuellement, que bien sûr, à l'aube de prochaines élections, où évidemment, il se montre toujours un peu plus généreux. Et en tout cas, là où il cesse normalement là, les compressions et de se faire des ennemis en vue de perspectives électoralistes essentiellement. Oui, bien, en tout cas, pour être au regroupement université, là, où il y a plusieurs syndicats de chargés de cours, ce que je peux dire, c'est qu'avant, j'ai entendu des inquiétudes très similaires à ce que j'ai entendu depuis 2 jours. Et de syndicats qui n'avaient pas nécessairement ces inquiétudes-là précédemment. C'est-à-dire que la situation actuelle est telle que je pense qu'on peut avoir vraiment des alliances. Puis je pense qu'il faut que ça passe par des alliances, là. On l'a fait en 2012. Puis déjà, on peut partir de bases qu'on a développées en 2012. Max, il y a des documents qu'on pourrait... En tout cas, c'est ça qu'il faut adapter parce que l'urgence est plus grande. Mais je pense que oui, il y a des alliances possibles parce qu'il y a des inquiétudes très similaires du côté des chargés de cours. Je connais moins les employés de soutien, mais je pense que oui. Puis des assos étudiantes, bien évidemment. Alors, puis bien, nous aussi. Donc, je pense que des états généraux pourraient être certainement quelque chose d'intéressant et il faut préparer dès maintenant. Il y a un forum social québécois aussi, hein, qui se tient, forum social mondial. Donc, en août, je pense qu'il y a aussi une belle opportunité. On l'avait utilisé en 2009 pour parler de gouvernance. Ce serait peut-être le temps, de revoir, puis c'est un petit peu mettre à jour. Dans la programmation du Bien, FSM, c'est excellent. Effectivement. Donc, et donc, là, on a affaire à la TPU élargie qu'on appelle, parce que justement, on voulait bénéficier de l'apport de d'autres lumières, considérant que l'exercice du FSM, c'est moins cloisonné, bien sûr, ça se veut moins institutionnalisé, et donc, il y a une première phase de réflexion ouverte que va nous permettre effectivement l'atelier d'une demi-journée, voire d'une journée qui va se dérouler là, dans le cadre du Forum social mondial.